C'est la nouvelle qui fait grand bruit aujourd'hui. Entente qui a été convenue entre le gouvernement et les médecins. Entente qui a été approuvée à 97 %. On se rappelle de cette loi 2 là, qui avait fait grand bruit. Pour discuter de cette entente, c'est le docteur Marc-André Amyot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Bon. Est-ce que vous avez l'impression d'être sorti grand gagnant, finalement, de cette entente-là avec le gouvernement, ou on a l'impression que, finalement, ils ont reculé sur la loi 2 presque au complet? Bien, je pense que les gagnants dans tout ça, c'est la population. D'abord, de stabiliser la situation, de sortir de cette crise-là, et aussi de mettre en place davantage un esprit de collaboration pour atteindre les objectifs, là, parce que il y a eu des engagements importants de la part des médecins de famille, notamment revoir le mode de rémunération, notamment l'inscription de 500 000 patients supplémentaires, dont 180 000 patients plus malades, dits vulnérables. Donc, c'est pas rien, là. Mais est-ce que ça, parce que vous dites le patient va gagner, mais qu'est-ce qu'on gagne exactement? Parce qu'on a l'impression d'être revenu au point zéro. Ben non. Il y a plus de patients qui vont être inscrits. Il y a une meilleure accessibilité. La téléconsultation est pérennisée. Vous savez, au Québec, c'est l'endroit au Canada où il se fait le moins de téléconsultation. Il faut le développer davantage. La téléconsultation, ça permet... c'est apprécié par les patients, puis ça permet, par exemple, à des patients d'avoir moins d'absentéisme au travail, plutôt que de prendre une demi-journée ou une journée pour aller voir son médecin. Ben, ça peut. Si la consultation peut se faire par téléconsultation, ça évite beaucoup d'absentéisme, puis même les personnes âgées l'hiver. Si le problème peut être réglé par téléconsultation. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'entente pérennise ça. Un autre élément qu'on n'a pas beaucoup parlé dans cette entente-là, c'est le gel du programme GMF. Moi, quand j'ai parlé avec le premier ministre, puis le premier ministre, c'est un homme d'affaires. Hein. Dans les GMF, les médecins doivent s'engager pour des baux de 5 à 10 ans, alors qu'avant, le programme GMF, lui, pouvait être modifié annuellement, ce qui fait pas de sens. Alors là, dans l'entente actuelle, on a gelé pour 5 ans le programme GMF, donc il y aura de la prévisibilité pour les GMF, il y aura possibilité d'embaucher des professionnels supplémentaires pour aider les médecins à améliorer l'accessibilité. C'est un travail de collaboration interprofessionnelle. Ça ne peut pas reposer uniquement sur les épaules du médecin de famille, mais c'est clair que les patients sont gagnants. Et on le fait dans un modèle de collaboration, de volontariat, et ça fonctionne, là. Le GAP, le 8-1-1, option 3, ben, les médecins de famille, de façon volontaire, ont donné 1,2 million de rendez-vous au GAP. Et le GAP oriente le patient qui a besoin de l'expertise du médecin de famille dans ces plages-là. C'est pas rien, là. C'est 1,2 million de rendez-vous. Donc, on est capable de travailler autour des structures pour augmenter la prise en charge de ces 500 000 Québécois. Ce que certains ont l'impression, les commentaires que l'on reçoit sur la messagerie texte, entre autres, là, certains disent on a l'impression qu'il y avait peur de perdre de l'argent puis que c'est pour une question financière qu'on en vient là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? C'est pas une question financière parce que le financement est un enjeu. Le financement des GMF, mais ce n'est pas que le seul enjeu. L'enjeu de l'organisation du travail, la modification du mode de rémunération aussi, d'aller davantage vers un modèle capitatif plutôt qu'à l'acte, va permettre de développer, d'augmenter le travail interprofessionnel, mais la pérennité des GMF, vous savez, quand un patient va dans une clinique médicale, là, ben, c'est pas le gouvernement qui paie le loyer, qui paie la secrétaire, et ce sont les médecins, à travers leurs frais de pratique, qui est inclus dans leur rémunération, qui paie les loyers, les professionnels, les licences d'ordinateur, etc. Et depuis 5 ans, il n'y avait pas eu d'augmentation de rémunération. Et vous savez très bien que le coût des loyers a explosé depuis 5 ans. L'augmentation des salaires des secrétaires, des professionnels qui travaillent dans les GMF ont été absorbés à même la rémunération des médecins. Donc, il faut prévoir une compensation parce que
le loyer va continuer d'augmenter, le salaire des secrétaires, du personnel qui sont embauchés par les médecins va continuer d'augmenter. Donc, il ne faut pas le négliger, ça. Ça, c'est vrai partout, là, pas juste dans le milieu de la santé. Partout, tout le monde va être plus payé parce que le coût de la vie, tout est plus cher. Là. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Maintenant, il y a quand même des enjeux dans le système de santé. On en parle depuis des années. Puis chaque fois qu'on fait des émissions sur la santé, on a toutes sortes de problèmes qui arrivent à nous. Comment on va changer, finalement, le mammouth de la santé? Parce que là, on a l'impression que le public, on arrive au beau fixe. Vous avez parlé de quelques améliorations, mais comment on va régler maintenant le problème du système de santé, là, ça a l'air difficile. Il y en a qui ont parlé du statu quo. On est loin du statu quo, là. Revoir le mode de rémunération, c'est presque aussi important que l'instauration du régime d'assurance maladie. C'est pas rien. 500 000 patients supplémentaires dans un contexte de pénurie d'au moins 2000 médecins de famille, c'est pas rien, ça non plus. Ça va se faire en collaborant, ça va se faire avec des travaux. Maintenant, comment on améliore le réseau de la santé? On l'améliore pas en dépit de ses soignants. On l'améliore pas avec des contraintes et des obligations. On l'améliore avec de la collaboration, en faisant le bon diagnostic, en mettant en place le bon plan de traitement, exactement comme on fait avec un patient. Toutes les juridictions dans le monde qu'on a étudiées, qu'on a regardées, qui ont réussi à améliorer leur système de santé, l'ont fait avec la collaboration des médecins, la collaboration de la chaîne de soins. C'est toute la chaîne de soins qui est importante. Et je le rappelle, ça se fait pas avec des pénalités puis des obligations. Ça, ce que ça fait fuir les docteurs, ça fait fuir les étudiants de choisir cette profession-là. Ça fait que le Québec est moins attractif par rapport au reste du Canada. Puis ça, c'est un enjeu non négligeable. Et nous, à la Fédération, on a déjà commencé à mettre en place un plan d'action. Puis je vous donne quelques éléments. On a demandé à nos présidents d'associations régionales de communiquer avec les médecins qui avaient annoncé leur retraite au 1er janvier et leur demander, pouvez-vous rester quelques mois, 6, 7 mois, jusqu'à l'arrivée de nouveaux médecins. La formation des résidents se termine au mois de juillet-août 2026. À chaque année, en juillet-août, il y a des nouveaux médecins qui arrivent. Donc, demandez aux médecins qui avaient annoncé leur retraite au 1er janvier, pouvez-vous rester au moins 6-7 mois de plus? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Plus, si vous voulez. Et les médecins qui avaient annoncé leur départ vers une autre province, il y en a pour qui c'était réversible. Ils ont vendu leur maison, ils sont déménagés. Eux, on ne pourra rien faire. Mais ceux qui, encore, n'avaient pas confirmé officiellement leur décision, on a demandé de communiquer avec ces médecins-là pour tenter de les faire changer d'idée. Et on a demandé aussi d'appeler les GMF qui avaient annoncé des fermetures pour leur expliquer l'entente va assurer le financement de ces GMF-là et voir avec eux comment on peut les aider à ne pas fermer. Donc, il y a déjà un plan d'action qui est mis en place. Mais est-ce qu'il y en a qui répondent présent? Parce qu'honnêtement, on avait l'impression que tous les médecins allaient quitter. Là. Le feu était pris. Là. Les patients étaient paniqués. Là. Tout le monde nous écrivait. Là. En Outaouais, il y a des médecins qui ont déjà quitté. Mais il y en a qui étaient dans, disons, l'entre-deux. Et on a déjà eu des succès. Il y a déjà des médecins qui ont dit « Ah, merci, avec cette entente-là, j'annule mon plan B de déménager dans une autre province. » Il y en a eu, là. Il y a des effets. Puis c'est important de le faire. C'est important de les appeler, ces médecins-là, pour tenter de rétablir la confiance avec les médecins qui avaient perdu confiance, là, de tenter de rétablir cette confiance-là et de rester au Québec, de garder leur cabinet ouvert. Donc ça, c'est pas réglé, finalement. Même si l'entente est signée et approuvée à 97 %, c'est pas réglé, ça, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que les médecins restent, là, parce que il y en a beaucoup qui voulaient partir. Là. Donc ça, on n'est pas sûr de garder, de faire de la rétention, là. Il y en a, comme je vous disais, il y en a pour qui c'est réversible. Mais tous ceux où on peut intervenir pour renverser ce processus-là, on n'a pas attendu au début janvier. On a commencé dès maintenant à les appeler, à leur expliquer l'entente qu'il serait souhaitable qu'ils restent pour aider leurs collègues. Parce que vous savez, des médecins qui quittent à la retraite, des médecins qui quittent pour d'autres provinces,
c'est plus de travail pour les médecins qui restent au Québec. Ah oui. C'est moins d'étudiants en médecine qui choisissent la médecine familiale, c'est moins de nouveaux médecins qui décident de commencer à pratiquer au Québec. On devait renverser ça, puis on pense que cette entente-là est un pas dans la bonne direction pour rendre cette profession-là davantage attractive. Docteur Amiot, on a Linda qui demande pourquoi toujours parler des patients plus complexes? Est-ce qu'ils deviennent médecins juste pour les patients moins malades? Puis elle dit ensuite, s'ils avaient accepté de laisser les patients moins malades aux super infirmières, les médecins auraient plus de temps pour les patients plus complexes. Qu'est-ce que vous en pensez? La majorité des patients plus complexes sont pris en charge. On nous dit qu'il y en a 180 000 au Québec. Moi, j'ai dit au premier ministre ou au gouvernement, au ministère de la Santé, envoyez-nous les listes, on va s'en occuper. Et c'est pas parce qu'un patient est considéré, entre guillemets, pas malade ou en bonne santé qu'il n'a pas besoin pour un épisode de soins X de voir un médecin. Et vous savez, le travail interprofessionnel, là, pas seulement les super infirmières, mais les infirmières cliniciennes qui travaillent avec nous dans les GMF, les travailleurs sociaux, les pharmaciens, c'est ça aussi l'objectif, c'est d'avoir une plus grande collaboration. Donc, les médecins sont au rendez-vous pour travailler davantage dans un modèle collaboratif. Encore faut-il que ces professionnels-là soient au rendez-vous. Oui. Puis ça aussi, on va s'assurer que quand le gouvernement ou le CIS, l'hôpital, nous promet des ressources dans un contrat GMF, qu'elles soient au rendez-vous, ces professionnels-là. Vous pensez quoi de la démission du ministre Christian Dubé? Est-ce qu'on l'a sacrifié là-dedans? J'entrerai pas dans les détails politiques. Sa décision lui appartient. Nous, on va travailler avec le ministre de la Santé ou la ministre que le premier ministre va nommer et on va souhaiter travailler dans un climat de collaboration parce que c'est la seule façon d'améliorer le réseau de la santé, d'améliorer l'accessibilité. Donc, vous allez collaborer avec Sonia Bélanger, là, qui devient la ministre de la Santé. On a déjà eu des dossiers avec elle, le dossier des aînés, le dossier des directives anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, bien sûr qu'on va collaborer avec elle. En terminant, il y avait quand même d'autres dossiers sur la table. On pense entre autres au dossier numérique ou encore Santé Québec. Vous pensez quoi de ça? Écoutez, le dossier numérique, dossier santé numérique, il y a eu beaucoup d'investissements. Je suis pas un spécialiste là, des coûts associés à ça, mais il en demeure pas moins que l'intégration de l'information, c'est important. Alors, comment ça se traduit concrètement? C'est sûr que ça devra se faire en collaboration avec les médecins. Maintenant, le contrôle des coûts, ça, moi, je ne suis pas impliqué là-dedans. Docteur Marc-André Amiot, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, on vous souhaite de joyeuses fêtes. D'ailleurs, si vous vous sentez soulagé, est-ce que vous êtes encore inquiet par rapport à cette entente? On sait que, c'est pas tout le monde qui s'est entendu encore. Là, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, c'est pas réglé. Ils sont pas pressés avant les fêtes nécessairement, mais quand même, est-ce que cette première entente vous satisfait? Est-ce que vous conservez votre médecin de famille? 187 Cube Radio, 1-877-827-2383.